Ouais, il y a plein de questions. Alors, je vais juste. Il y avait une dame qui demandait, j'ai pas noté le nom, comment les aider quand ils croient avoir acquis leur. Donc ça, c'était pour toi, quand ils croient avoir acquis Oui, c'est l'émotion. Julie. C'est la question de Julie. Comment poursuivre l'apprentissage quand l'enfant pense avoir tout compris? Eh bien, tout simplement lui montrer. Toujours en lui disant quelque chose de valorisant, c'est à savoir, tu as compris 90% de ce qu'il y avait à comprendre, voici les 10% qui manquent. Et comme souvent, ils ont quand même l'esprit assez carré quand on leur montre, ben voilà, pointer à ce moment-là, et encore une fois, en y allant, je dirais, avec diplomatie, en fait, puisque ça reste une complexité pour eux de revenir sur quelque chose qu'ils pensent avoir compris. Voilà. Alors, après, il y avait, faut-il envisager l'école à la maison? Euh, alors, il me semble qu'avant cette question, enfin que cette question était accompagnée juste avant d'une phrase euh, qui avait une difficulté par rapport à ce qui se passait à l'école. Euh, pour moi, l'école à la maison, c'est un autre débat. Ça va d'ailleurs devenir compliqué avec les nouvelles lois. Par contre, dans la situation actuelle que vit l'enfant dont la personne qui pose la question est en train de parler, c'est, moi, je dirais, comment accompagner l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre à l'école, en fait, cette difficulté qui est là. Euh, et je crois que, comme disait Estelle tout à l'heure, on ne peut pas changer les enseignants. Enseignants qui souvent font leur mieux hein, et ont cette frustration de ne pas y arriver, ou même des fois peuvent dire je me sens impuissant, je ne suis pas formée. La question c'est comment accompagner les enfants à vivre ça. Et c'est des situations aussi qu'en tant qu'enfants hypersensibles, ils vivront sûrement plus tard. Et pour moi, tout est, en tout cas tel que je le pratique, dans la façon dont on va utiliser l'écoute. Comment on va accueillir les enfants quand ils reviennent de l'école, comment on va être à l'écoute de leurs émotions quand elles sont là. Et là, ben, j'ai envie de dire tout ce dont on vous parle depuis tout à l'heure avec Estelle, hein, au niveau de la reformulation et de l'écoute et de l'accompagnement. Et puis, je pense que ça peut être intéressant aussi, à un moment donné, d'aller voir l'enseignant pour échanger avec lui. Voilà, il arrive qu'on n'ose pas, donc tout simplement aller parler de ce que l'enfant ressent et formule à la maison, partir de là en fait, pour parler de l'école. Voilà. Il y en a noté d'autres? Oui, il y a Aurélia qui disait que son fils s'était mis à pleurer sans lui-même pouvoir expliquer pourquoi il avait pleuré en classe. Là, pour moi, on est sur un travail de départ pour comment aider l'enfant à identifier ses émotions. Et on en parlait tout à l'heure aussi. Ben, faire des jeux, nous-mêmes formuler les émotions quand elles sont là, proposer à l'enfant des émotions pour qu'il puisse choisir quand il est justement dans des états de débordement. Et voilà, au fur et à mesure, l'enfant va apprendre à écouter ce qui est là en lui et à mettre des mots dessus. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, si je dois résumer toutes les questions. Ah, j'en vois une autre qui est arrivée. Oui, on est autour des mots en fait. Hein. C'est Yannick qui demande que faire avec un enfant que l'on pense hypersensible et qui rejette l'école, quel discours faire quand ça l'empêche de dormir le soir et quand la première chose qu'il nous dit le matin, c'est je ne veux plus aller à l'école. Et je crois que là, la première étape, c'est ah oui, tu ne veux plus aller à l'école. Tu te sens triste ou désespéré. Voilà, être dans la reformulation. Et après, eh bien, tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant. Et puis avec plaisir, Yannick, si vous voulez qu'on en parle en off, parce qu'il arrive qu'on soit sur du cas particulier, et là, c'est peut-être le cas. Ensuite. Alors moi j'avais, donc je vois qu'elle l'a remis, j'ai perdu, faut-il envisager, alors c'était la question si l'enfant était est-ce qu'il peut devenir atypique? Est-ce que oui, l'enfant atypique, les difficultés peuvent être liées à la venue d'un petit frère?
En fait, tout peut aggraver. Enfin, pour moi, l'enfant né atypique, on va dire, et après, tout peut venir aggraver ces symptômes, on va dire ces difficultés, parce que en effet, l'arrivée d'un enfant, bah, en fait, ça va être comment il va l'interpréter. S'il interprète par mes parents m'aiment plus, forcément, ça va jouer après dans son comportement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, par exemple, dans les enfants que j'accompagne, normalement, je dis souvent, il faut minimum 4 séances. Après, ça dépend des enfants. Mais voilà, après, je ne les vois pas pendant 6 mois. Et des fois, ils me rappellent parce que y a quelque chose qui a déclenché qui fait que là, ils n'arrivent plus à l'accompagner, à gérer. Et ça peut être n'importe quel événement, quelque chose qui se passe en classe et qui fait que l'enfant le prend très mal. Et du coup, là, ça se déstabilise, on va dire, un peu. Il y avait aussi la question, faut-il dire qu'il est hypersensible? Faut-il le dire à l'enfant? Pour moi, c'est important d'expliquer à l'enfant comment il fonctionne. Plus il va se comprendre, plus il va pouvoir gérer tout ça. Et même par rapport à l'école, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps les protéger. C'est juste les accompagner à comment ils font avec ce monde qui, en effet, n'est pas toujours adapté pour des hypersensibles. Mais c'est comment ils vont aussi, du coup, mettre leur pierre à l'édifice, hein, parce qu'il y a plein d'hypersensibles qui font plein de choses magnifiques, justement. Bien sûr, il faut passer par l'école, mais c'est leur apprendre à pouvoir dire leurs émotions, écouter et faire de leur hypersensibilité un outil, parce que cette hypersensibilité, c'est pas que un handicap. Vraiment, ça leur permet d'avoir une intuition, de sentir les gens, de sentir une ambiance, de sentir où ils veulent aller. C'est plus les aider à justement mettre des mots sur les émotions et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Donc oui, pas leur mettre une étiquette t'es hypersensible précoce, ça on s'en fiche en fait, c'est juste une manière de mettre des mots, mais plutôt leur expliquer comment ils fonctionnent. Avec tout ce qu'on vous a expliqué, vous pouvez le faire. Moi jusqu'à présent, mon fils, dès qu'il entendait précoce, il se braquait, il ne voulait pas en entendre parler. Et jusqu'à peu, parce qu'il m'entend faire des conférences, il a commencé à écouter. Et un jour, il m'a dit, mais je me sens tellement différent des autres, moi je pleure tout le temps pour un rien. Pour un rien entre guillemets, je fais bah oui, c'est ça, et c'est comme ça, et c'est ok. Et en fait, du fait qu'il puisse le dire et qu'il peut le savoir, et puis je lui ai montré, parce que souvent les enfants hypersensibles, ils sont avec d'autres enfants hypersensibles. Et du coup, ça lui a permis de voir, ah bah oui, mon copain aussi, d'une autre manière, et voilà, de naviguer avec ça. Plus ils ont les infos, plus ils peuvent naviguer parce qu'ils sont intelligents. Et on demandait aussi... est-ce qu'il faut répondre à leur pourquoi? Alors le problème, c'est que si vous répondez à leur pourquoi, vous allez y passer du temps. Et qu'en fait, ce n'est pas forcément les aider. C'est plutôt les aider à réfléchir à leurs questions. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment tu ferais? Parce qu'ils ont besoin de réfléchir, en fait. Alors souvent, au bout d'un moment, quand on leur pose trop la question, ils n'ont juste plus envie. La question tombe, en fait, parce que des fois, c'est juste une demande d'attention. Donc, c'est à ça aussi à repérer. Qu'est-ce qui fait qu'ils posent la question? Est-ce que c'est un vrai intérêt ou c'est juste pour attirer l'attention? Mais plutôt les accompagner à réfléchir par eux-mêmes. Voilà, après, j'ai vu qu'il y avait un groupe Facebook qui demandait s'il y avait un groupe Facebook de soutien. Et en fait, je pense qu'on peut en créer un avec, on vous enverra du coup, mais je pense que ça peut être une super idée de créer un groupe de soutien où vous pouvez partager, où on peut aussi du coup partager avec vous. Voilà. Moi, je t'en ai pas parlé, Sophie, ça vient juste là dans l'instant. Mais bon, je connais déjà ta réponse. Oui. Voilà. Je viens de voir passer une question intéressante de Nathalie V. C'est plutôt une affirmation par rapport à la place du handicap à l'école et comme quoi il y aurait une omerta par rapport au handicap. Alors moi, je peux témoigner à l'échelle de mon école. Ce que je vois, c'est que dans le cadre de la MDPH, il y a une reconnaissance du handicap. Alors là, je pense qu'on sort du sujet précocité, je pense qu'on va au-delà. Et ces enfants, en tout cas, ils sont accompagnés et pris en compte par l'école, en fait, voilà, et par les collègues. Voilà, je pense que c'était important de le dire. Et après, ce que je constate aussi au sein de mon école, c'est que je vois des enseignants volontaires motivés qui peuvent parfois se sentir démunis. Mais
l'élan, il est là en fait. Voilà, alors je ne vais pas faire une généralité, mais voilà, je pense on est face à un corps enseignant qui souvent se sent démuni, mais il peut y avoir la volonté de faire. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant d'aller rencontrer les enseignants si vous êtes en questionnement par rapport à votre enfant. Voilà. Il y avait la question aussi, les TOC sont-ils liés à l'hypersensibilité? En fait, pour moi, dans ce que j'ai observé, hein, parce que j'en ai eu un justement récemment avec qui donc je l'avais déjà accompagné, sa maman m'a rappelé justement parce qu'il avait des TOC à ce moment-là, ce qu'il n'avait pas avant. Et en fait, c'est beaucoup plus lié c'est forcément lié à l'hypersensibilité, mais c'est plutôt lié à l'anxiété en fait. C'est qu'il y a de nouveau une anxiété qui est là et du coup qui va créer des TOC. Donc voilà, après, pour chaque enfant, c'est toujours différent. Mais pour moi, c'est plus symptomatique d'une anxiété et que, du coup, l'enfant cherche à se calmer. En fait, c'est une manière qu'il a de chercher à se calmer. Je voyais par rapport aux ongles, c'est ça aussi, en fait. C'est que aussi, quand on s'ennuie, ça crée du stress, quoi. C'est juste super chiant d'être là à écouter un prof où ça parle pas et que pour eux, c'est juste insupportable parce qu'en plus, il y a besoin de bouger et que dans les écoles, on leur demande de rester assis. Donc, c'est vrai que ça boue à l'intérieur. Après, je vois, il y a beaucoup de questions. Donc, ah oui, il y avait par rapport à l'handicap aussi ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas du tout parlé des enfants autistes. Hein, parce que donc ça fait un petit moment aussi que j'accompagne les enfants autistes. Hein, et en fait, on retrouve des choses assez similaires aux enfants hypersensibles, parce que des fois, c'est un peu entre deux. Chez les enfants autistes, il y a aussi une très grande sensibilité. La notion du corps est aussi des fois plus vaste, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment carrément éparpillés et sont pas dans le corps. Mais chez eux, il y a vraiment une possibilité, parce qu'ils sont très sensibles, de pouvoir apaiser les crises, d'être beaucoup plus calmes, d'aider au langage. Moi, j'avais accompagné 2 petits de 4 et 6 ans, où vraiment le langage a pu se déclencher, une amélioration dans leur comportement. Donc c'est vrai que c'est une autre manière aussi de voir le handicap, mais voilà, on peut vraiment les accompagner à un niveau subtil. Et après, au niveau de l'école, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'AVS, mais voilà, après, chaque enseignant va peut-être, lui, le voir différemment. C'est vrai qu'après, on est dans des choses assez individuelles. Alors, il y a une question sur y a-t-il des formations pour les enseignants, Sophie? Ah oui. Alors personnellement, je me suis formée moi-même sur le terrain en échangeant lorsqu'un psychologue faisait passer un test WISC à un enfant et déceler une précocité. C'est là que j'ai appris. Je pense que ça existe, mais j'ai pas de piste à vous donner ce soir, en tout cas. Voilà. C'est vrai que dans ton cas, en fait, ce que je disais, c'est que pour ces enfants-là, la relation bienveillante est hyper importante. Souvent, ils vont travailler parce qu'il y a un bon lien avec l'enseignant. Et c'est vrai qu'aussi, tout le travail de Sophie, ça a été un travail sur soi, en fait, hein, avant tout, parce que pour pouvoir accompagner les enfants, il faut aussi être soi-même plus au clair, parce qu'ils viennent nous chercher dans nos propres blessures, dans nos propres freins. Donc, et même moi, en tant que thérapeute, je continue à être dans une démarche, parce que plus je serai claire, plus je peux accompagner au mieux l'enfant, et que c'est pas l'ego, mes propres projections qui vont se mettre dans le soin, en fait. Donc c'est vrai que les enseignants, c'est après à eux de faire la démarche. Vous pouvez leur expliquer comment fonctionne votre enfant, mais bon, après, ils ont aussi leurs propres blessures, et là, faut aussi expliquer à l'enfant que je vois avec mon fils pour un institut, un prof, hein, puisqu'il est en 6e maintenant, un peu particulier. Et c'est vrai que du coup, je lui explique juste, oui, lui aussi, il a ses blessures, il fait comme il peut, il est comme ça. Et même s'il vous parle mal, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste lui, sa manière de regarder les enfants et d'être juste agacé. Il en a peut-être marre de son boulot. Voilà, c'est leur expliquer qu'il y a aussi un humain en face qui fait ce qu'il peut et que c'est jamais à prendre personnellement. Il y a Nathalie V qui dit que sur le site de l'Éducation nationale, il y a des pistes
pour les enfants précoces et dont on parlait. Donc, allez voir. Et deuxième question, faut-il tester les enfants? Alors, moi, en tant qu'enseignante, quand je vois un enfant qui est en difficulté dans la classe, dans les apprentissages, et qui me semble percevoir une précocité, je dis bien il me semble, parce que je ne suis pas formée, je ne suis pas psychologue. Eh bien oui, je propose aux parents d'aller faire un test, parce qu'en fait, comme disait Estelle tout à l'heure, le fait qu'il y ait une identification et qui soit faite, ça permet de dire à l'enfant, eh bien voilà, tu n'es pas bête, tu n'es pas fou, tu as juste un mode de fonctionnement différent. Et ce que je vois quand ça se produit, quand l'enfant apprend ça, il y a un soulagement en fait. Et puis les parents, du coup, ont plus d'outils pour accompagner leur enfant. Voilà. Donc oui, je le suggère quand c'est nécessaire. Voilà. Je regarde un peu. Oui, moi je vois là Aurélia qui dit mon mari refuse qu'on aille faire le test, mais elle se pose vous posez des questions. Ce qui peut être dit au papa, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller repérer des QI ou des personnes plus intelligentes que d'autres. En fait, c'est pas ça. Il s'agit de comprendre un mode de fonctionnement parce que dans ces tests, en fait, il en ressort des pistes, que l'enfant soit diagnostiqué précoce ou pas. En fait, le test va permettre de soulever des choses très intéressantes. Voilà. Alors pour moi, le test est intéressant s'il y a une difficulté à l'école. C'est-à-dire que Oui. ça va permettre, quand il y a le test, de parler avec les enseignants, de pouvoir mettre des choses en place. Ou même de voir un orthophoniste, parce que je crois que moi, pour le test de mon fils, on n'en a pas fait grand-chose. C'est plus l'orthophoniste après qui a dit. En soi, si vous vous sentez qu'il est précoce et hypersensible, mais que ça va à l'école, en tout cas dans le suivi scolaire, il n'y a pas vraiment besoin. Qu'il soit le QI à 130 ou quelque part, on s'en fiche. L'important, c'est vraiment de l'accompagner et en effet de ne pas les stigmatiser. Mais voilà, pour le corps enseignant, par contre, ça peut être aidant et c'est plus l'orthophoniste, je pense, qui va pouvoir aider. Après, selon le psychologue qui fait le test aussi, comment il va en parler à l'enfant, parce que des fois, pour l'enfant, ça peut être intéressant qu'on lui dise, bah voilà, tu réfléchis d'une certaine manière et qu'il comprenne comment ils réfléchissent. Mais c'est toujours mieux se comprendre, en fait. Mieux l'enfant se comprendra, comment il fonctionne, comment il réagit, plus il va pouvoir s'adapter aux autres. Plus il va aussi comprendre que les autres fonctionnent différemment. Pas tous, mais voilà, qu'il y a des personnes hypersensibles et puis d'autres qui sont tranquilles, voilà, qui sont plus bourrus, on va dire, entre guillemets. Enfin, c'est juste comprendre leur monde et eux-mêmes. Et ça peut être en effet, je vois là dans la question, des difficultés relationnelles, émotionnelles. Et tout ça, là, ça va être un accompagnement, en fait, de l'enfant avec ses émotions. Oui, le plus dur est de trouver les bonnes personnes compétentes et à l'écoute partout. C'est ça. Mais c'est vrai que plus vous serez à l'écoute, je vois pour mon fils, en fait, c'est vrai que à Naïou, je ne sais pas pourquoi, on a eu des profs alternatifs, donc je me suis renseignée, j'ai demandé dans un premier temps à ce qu'il soit en CP avec un prof qui était alternatif, après avec Sophie. Donc c'est vrai que c'est à nous d'essayer au mieux de les guider. Et après, quand ils sont au collège, là c'est un peu plus compliqué et donc on fait juste au mieux pour les accompagner. Alors, il y a Fanny qui dit le souci aussi, si l'enfant se laisse entendre qu'il est haut potentiel, il pourra avoir tendance à justifier toutes ses actions, comportements. Oui, c'est pour ça que c'est important d'expliquer. On ne peut pas juste mettre haut potentiel. Pour moi, haut potentiel, c'est pareil, ça ne veut rien dire. C'est pas qu'il est plus intelligent que les autres, c'est qu'il réfléchit différemment. C'est une manière de réfléchir qui est différente, qui va plus vite. Mais sur d'autres endroits, ils vont être moins compétents. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est que bah oui, les autres, ils vont arriver plus facilement à certaines choses et moins à d'autres. Et puis lui, l'inverse. C'est toujours mettre en miroir ça et de toujours l'aider à mieux se comprendre, en fait.
et d'expliquer plus que mettre le mot précoce ou HP ou tout ça. Précoce et hypersensible ne sont pas forcément liés. Moi, j'ai vu que c'était souvent lié, en fait. J'ai pas vu de précoce qui était... c'est vrai que je ne saurais pas répondre. Dans ce que j'ai vu, c'est souvent lié. Mais les hypersensibles, souvent, sont précoces, dans ce que j'ai pu repérer. Maintenant, chacun est unique, donc tout est possible. Allez, on se prend encore 5 minutes de questions. Oui, par rapport au RASED. Donc, le RASED, c'est des enseignants spécialisés qui sont dans chaque école et il y a un psychologue scolaire et oui, il est habilité à faire passer le fameux test WISC, en fait, par rapport au QI. Et là, pour le coup, c'est gratuit. Voilà. Par contre, ils ont souvent énormément de choses à faire, donc c'est pas ce qu'ils proposent en priorité. Et puis surtout, quand vous faites le test, en fait, dans mon expérience et du retour des parents, c'est que, ok, vous avez le test et après. Et en fait, souvent, vous n'êtes pas... voilà, vous vous retrouvez... vous n'êtes pas forcément accompagné, donc oui, vous allez l'emmener chez le psychomote, chez l'orthophoniste, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression un peu d'un parcours du combattant pour accompagner son enfant et de naviguer un peu. Voilà. Donc c'est vrai que l'orthophoniste, ça peut l'aider en fonction de ses troubles, le psychomote aussi, mais voilà, pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas que ça parce que c'est vraiment des âmes sensibles et qui ont besoin d'être entendues à ce niveau-là. Il y a 2 questions pour moi. Est-ce que la mise en place d'un PAP est contraignante pour l'enseignant? Donc, ça peut l'être. En même temps, c'est obligatoire. Donc, ça fait partie des protocoles à mettre en place, en fait. Voilà. Pour moi, la question ne se pose pas. Et ensuite, le psychologue du RASED a le secret professionnel. Donc, il ne va pas spécialement parler à l'équipe et aux enseignants de ce qui s'est passé lors des entretiens, si c'est la question. Et pour le PAP, c'est vrai que c'est important d'en discuter avec l'enfant parce qu'il peut se sentir différent des autres encore plus. Donc, c'est voir aussi s'il peut l'aménager en fonction de que lui puisse choisir quand est-ce qu'il peut l'aménager, comment, d'en discuter avec l'enseignant parce que c'est vrai que pour certains enfants, il n'y a pas forcément envie qu'on voit qu'il a besoin d'une aide, que lui, il ne prenne pas les devoirs ou des choses comme ça. Ça peut être aussi mal vécu. Donc, voilà. Donc, la finesse. Qu'est-ce qu'un PAP? Plan d'accompagnement personnalisé. Donc, en fait, ça s'adresse aux élèves qui peuvent avoir une dyslexie, par exemple. Et du coup, il y a des adaptations qui sont faites en classe dans le cadre d'un PAP. Ce qui est différent du PPS, le PPS dépend de la maison du handicap, la MDPH. Les enfants qui ont des PPS sont accompagnés d'AVS, d'aide à la vie scolaire. Donc, ça allège, on va dire, le travail de l'enseignant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un accompagnement qui aide lorsque les protocoles sont importants. Alors, peut-être encore 2 questions. Allez, 2 dernières. Il y en a une pour moi. Je souhaite me former en communication non violente. Avez-vous des pistes? Écoutez, la première piste, c'est bien sûr, et je vais les saluer en premier, les formateurs certifiés qui, partout en France, proposent des stages en communication non violente. Et moi, de mon côté, j'en propose aussi. Et du coup, j'appelle ça de la communication authentique et bienveillante où je décline les modules qui sont dans les formations. Mais n'étant pas certifiée, j'utilise pas le même terme. Voilà. Et ça, vous pouvez le trouver sur ma page des mots pour la paix qui est en lien. Il y a toutes les infos. Voilà.